Et salut tout le monde, c'est le cycliste belge. Aujourd'hui, jour de repos sur le Tour de France, mais on va revenir sur les 3 premières étapes. Chaque lundi, il y aura un jour de repos sur le Tour de France et chaque lundi, on se retrouvera pour un débrief des étapes qui ont eu lieu précédemment. On va donc débriefer aujourd'hui les 3 premières journées, des journées danoises avec une météo tantôt pluvieuse, tantôt avec un grand soleil, avec du vent. On va débriefer plein de choses aujourd'hui. Évidemment, si tu ne veux rien louper, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Petit instant promo aussi, je rappelle que cette série de vidéos est sponsorisée par TheBet. Et donc, si vous voulez me faire plaisir, il y a un lien dans la description. Si vous êtes français ou belge, il y a un lien différent. Vous le suivez et vous vous retrouverez sur la plateforme pour vous inscrire et pouvoir me suivre dans les pronostics de ce Tour de France. Vous pouvez également vous inscrire via les codes qui s'affichent ici, LCBFR si tu es français, tu auras un bonus à l'inscription, et LCBBE si tu es belge. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. Déjà, la première étape avec l'énorme surprise Lampaert qui a battu tous les favoris du contre-la-montre. Ensuite, quelque chose de très important aussi, on va en parler, c'est le public danois qui a été vraiment énorme sur ces 3 premières étapes. On parlera de l'étape 2, étape de 202 km dans laquelle on attendait un spectacle incroyable au niveau des bordures et finalement cette étape a accouché d'une souris. On essaiera de comprendre pourquoi. Lors de cette étape 2, on a eu aussi une chute de certains favoris, dont un certain Rigoberto Urán qui a été un petit peu coincé par les voitures. On discutera aussi du fait que les commissaires n'ont pas vraiment été cléments avec lui. On discutera évidemment de la 3e étape qui était la première vraie étape pour les 100% sprinters et dans laquelle on a vécu tout simplement un sprint incroyable qui a été remporté par Groenewegen. Et pour conclure, évidemment, on parlera des favoris. Que s'est-il passé pour eux pour le moment, qui sont les grands gagnants et qui sont les grands perdants après seulement 3 étapes. Parlons de ce contre-la-montre qui a lancé les hostilités dans Copenhague, la capitale du Danemark. On aura remarqué que tout simplement, tout le monde a été surpris. Je pense que personne n'avait misé sur Lampaert pour la victoire sur ce contre-la-montre. Alors, surprise, oui et non. En fait, tout le monde pensait à un combat dantesque entre Filippo Ganna et Wout van Aert. Filippo Ganna pour avoir son maillot jaune, le premier, tout comme Wout van Aert. Finalement, ils partent avec une météo qui était absolument catastrophique. Les météorologues avaient prévu tout simplement un mauvais temps sur la fin du chrono. Finalement, c'est arrivé en début de chrono. Donc, les favoris sont partis tous avec un temps catastrophique. Par contre, Lampaert, lui, est parti sous une météo un petit peu plus clémente et on a pu voir qu'il est arrivé avec beaucoup plus de vitesse et c'est ce qui lui a sûrement fait remporter cette première étape. Surtout que Lampaert, c'est pas un manche non plus au chrono. On sait bien que la Belgique est une nation dans laquelle il y a des as du chrono. On ne l'aurait pas pensé il y a quelques années, mais si on regarde Lampaert, Remco Evenepoel, Wout van Aert, c'est déjà 3 rouleurs qui sont quasiment dans le top 5 mondial des meilleurs dans la discipline du contre-la-montre. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Donc c'est pas vraiment une surprise qu'il soit là, mais personne ne l'avait vu venir pour cette première étape du Tour de France 2022. Après cette grosse surprise, étape 2, il fallait que Wout van Aert gagne ou fasse deuxième pour prendre le maillot jaune. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec tout simplement un sprint incroyable déjà face au grand Jakobsen qui lui a remporté ce sprint avec une vitesse incroyable. Alors on va pas refaire le sprint, mais par contre on va refaire quelques éléments qui se sont passés dans l'étape. Première chose dont j'aimerais vous parler, c'est les fameuses bordures. Pendant longtemps, ça fait 6 mois qu'on nous parle de cette étape avec le pont de 17 km et demi sur lequel le vent est souvent défavorable, de travers, de gauche ou de droite, et donc avec des risques de bordure incroyables. Et puis finalement, toutes les conditions sont réunies pour que ces bordures aient lieu. Pendant plus de 10 km, le vent vient de 3/4 face de la gauche. On voit que les coureurs se mettent plus ou moins en position. Et puis, à la place d'avoir ce qui se passe généralement, c'est-à-dire la bordure qui se referme vers la droite et tout le monde commence à avoir du mal, on a l'impression que certaines équipes, dont des équipes spécialisées dans la bordure, protègent tout le monde et on n'a pas affaire à une bordure ce jour-là. C'est assez exceptionnel. Il y a plusieurs explications à ça. Alors évidemment, ça, ce sont mes hypothèses. Je n'ai pas la science infuse, mais mon hypothèse, c'est que premièrement, il y a peu d'étapes pour les sprinteurs sur ce Tour de France. Il y avait l'étape 3, l'étape 2, entre guillemets, il y a l'étape 19 et il y a l'étape 21 sur les Champs-Élysées. Et donc, ça fait que 4 possibilités pour les sprinteurs d'aller chercher un sprint massif. C'est très, très, très peu. Et donc, je pense que dans les oreillettes, ça a dû dire « Ok, cette journée, on la laisse pour les sprinteurs, histoire qu'il y ait vraiment 4 étapes pour sprinteurs et pas uniquement 3. » Autre hypothèse, c'est qu'on est dans la première semaine et dans la première semaine, on le sait, on essaye plutôt de ne pas perdre le Tour de France plutôt que de le gagner. C'est beaucoup d'efforts de créer une bordure et je pense tout simplement que les leaders ont peut-être
tempérés, n'ont pas été fougueux. Attention tout de même, il y a certaines équipes qui risquent d'avoir des regrets parce que c'était l'occasion tout simplement d'aller chercher soit un maillot distinctif, surtout pour le maillot jaune dans ce début de tour, soit de faire des dégâts et piéger un leader. En parlant de leader piégé, parlons de Uran, victime d'une chute comme d'autres leaders, mais qui malheureusement met un petit peu de temps à repartir et qui est massacré par les jurys des commissaires. Tout simplement, souvenez-vous de ces images, à chaque fois qu'il est remonté par ses équipiers et qu'il arrive dans la file des voitures, les commissaires de course demandent aux voitures de s'arrêter pour qu'ils ne puissent pas profiter du barrage. Alors pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en vélo, il y a une règle qui n'est pas trop dite, mais qui explique que si vous êtes lâché sur chute ou sur crevaison, sur ennui mécanique, on vous permet de rentrer dans les voitures. Alors évidemment, c'est interdit par le règlement, mais ça a toujours fonctionné comme ça dans le cyclisme. Là, ce qui s'est passé avec Uran, c'est qu'il est lâché sur chute et on ne le laisse pas rentrer dans les voitures. Alors, si pendant tout le Tour de France, ça se passe comme ça et qu'on a un leader du Tour de France comme Roglic, Pogačar, David Gaudu, etc., qui sont éliminés sur chute et sur crevaison et qu'on ne les aide pas, mais tant mieux, ça voudra dire que la règle aura été respectée pour tout le monde, sauf que j'ai des doutes là-dessus étant donné qu'il y a quand même le groupe du leader, Lampard, qui a chuté lors de cette course, de cette étape et qui a pu être amené par les voitures. Donc 2 poids, 2 mesures, attention à ça, on espère qu'il n'y avait juste pas une affiche wanted sur la tête de Rigoberto Urán, parce qu'il a dû faire un effort surhumain et ses équipiers aussi pour pouvoir le ramener avant le début de l'emballage final sur cette étape 2. L'étape 3, pas de grosse surprise, une étape tranquille avec un public danois de dingue. On l'avait vu lors de la première, deuxième, mais surtout lors de la 3e étape, vu que le maillot à pois, le porteur du maillot Polka, était à l'avant et c'est un Danois. Il s'agit de Nielsen qui est vraiment le Danois par excellence. Le mec, la 3e étape, il part tout seul en échappée, il prend tous les points. Il a fait le plein du maillot à pois devant son public, un public en folie qui était venu en nombre. J'ai vu une image, je ne sais plus où, mais population Danemark, 5 millions de personnes. Sur ce Tour de France, on a l'impression qu'il y avait 100 millions de personnes. Le public était partout sur les routes, c'était noir de monde et ça fait plaisir à voir. Parlons maintenant des leaders, qui a fait la bonne opération et qui a fait la mauvaise opération. Tout d'abord, on va commencer par ceux qui ont fait la bonne opération. On peut souligner Tadej Pogačar, qui, malgré le fait d'avoir été embêté sur la chute lors de la 2e étape et qui a eu une double crevaison, il arrive à rentrer dans les délais vu que ça se passe après la barrière des 3 km. Donc, il a le même temps que les autres. Donc, ça, élément important à retenir. Mais c'est lui qui s'en sort le mieux. Il fait vraiment un très bon chrono. Et puis après, derrière, il suit comme tous les autres. Mais il est tellement fort au chrono qu'il prend déjà de l'avance sur ses poursuivants pour le classement général final. Il met Vingegaard et Roglic à plus ou moins 8 secondes. Donc, c'est déjà pas mal. Surtout qu'en montagne, il n'y a pas photo. Ce sera lui le plus rapide et c'est lui qui mènera la danse. Donc, j'ai un petit peu de mal à croire que derrière, ça ne soit pas en train d'un peu de paniquer dans les équipes adverses. Côté français, on peut avoir des regrets. Ils ont complètement loupé leur contre-la-montre lors de la première étape, ce qui les positionne assez loin au classement général et j'ai du mal à les voir ne pas perdre de temps tout simplement sur le long chrono de 40 km qui aura lieu lors de la 3e semaine et j'ai du mal à les voir tout simplement récupérer du temps dans la montagne. Donc honnêtement, et c'est dommage, mais c'est pas pour cette année qu'on verra un Français avec le maillot jaune à Paris sur les Champs-Élysées. Cependant, on sait qu'ils savent nous faire rêver. On pourra sûrement voir un David Gaudu, un Thibaut Pinot ou un Romain Bardet nous faire le spectacle dans la montagne et ça pourrait être vraiment intéressant à suivre. Parlons maintenant des grands perdants de ces 3 premiers jours au Danemark et il y a un grand perdant, c'est tout simplement Rigoberto Urán. Lors de la 2e étape, il prend déjà un tir, il utilise beaucoup d'énergie pour rentrer dans les temps, donc il perd pas de temps sur les leaders. Il fait lors de la première étape un chrono pas terrible, mais ça, on s'y attend. On sait bien que ce n'est pas un énorme rouleur et qu'il pourra se rattraper dans la montagne. Mais par contre, lors de la 3e étape, il est piégé lors de l'accélération sur le sprint et il prend une cassure. Cette cassure qui lui coûte cher vu qu'il se retrouve maintenant à 2 minutes tout simplement du porteur du maillot jaune. Un écart, ça veut dire 1 minute 50 plus ou moins sur Pogačar. J'ai du mal à voir Rigoberto Urán récupérer 1 minute 50 sur les étapes restantes face à un Pogačar qui est au summum de sa force. Pour vous donner une idée, et d'ailleurs mention spéciale à lui,
Christopher Froome est dans le même temps que Uran. Alors, on le sait bien, Christopher Froome, le quadruple vainqueur de la Grande Boucle, n'a pas des ambitions pharaoniques sur ce Tour de France, mais il pourrait aller remporter une étape. Il n'est pas dangereux pour le général, après ce qui lui est arrivé avec l'âge vieillissant, mais c'est mon coureur fétiche, donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc, mention à lui, mais c'est pas normal pour Uran, qui a perdu énormément de temps et qui se retrouve donc coincé à cet endroit-là de la course. En résumé, on a vécu un début de Tour de France magique dans un pays qui l'accueillait pour la première fois et avec un public incroyable. On n'a pas eu énormément de spectacles. Un premier contre-la-montre banal dans une ville. Je ne suis pas friand des contre-la-montre pour les départs de grand tour. Une deuxième étape où on s'attendait à avoir un spectacle monumental. Finalement, on a une arrivée au sprint et on ne va pas se mentir, on s'est un petit peu embêté. Et une troisième étape où pareil, c'était une étape de transition où la plupart des coureurs ont roulé à l'économie et où on a un sprint vraiment incroyable dans les 6-7 derniers kilomètres. Mais à part ça, on s'est un petit peu ennuyé. Heureusement, à partir de mardi, on commence des choses sérieuses. On va avoir en fait une classique par jour jusqu'au moment où on va arriver à la planche des belles filles. Le tour va s'intensifier, plus les jours vont passer, plus ça va être intéressant et donc je suis impatient de suivre ça à partir de mardi. Quant à nous, on se retrouve justement demain mardi pour la nouvelle analyse sur l'étape du jour. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut, salut!